Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Francis Sabourin, accompagné de Hossein Gaffari-Aram, qui travaille avec moi dans la gestion de portefeuille. En ce 8 avril 2025, bienvenue à notre revue trimestrielle du premier trimestre 2025. Comme vous savez, il s'est passé plusieurs choses tout récemment. C'est pour ça qu'on met la date spécifiquement pour être certain que demain, on ne devient pas désuet dans nos commentaires. Vous savez, Hossein nous a monté une présentation qui va être traduite avec l'intelligence artificielle. Comme vous savez, Hossein est un anglophone, il parle un petit peu français, il l'apprend de manière progressive. Et puis, on a décidé de mettre la présentation en français depuis longtemps, mais traduire ces mots en français. Et vous allez voir que c'est l'application pure et dure d'une application d'intelligence artificielle qui nous permet de traduire automatiquement et d'avoir une voix qui est reconnaissable. Hossein, un trimestre pour les portefeuilles équilibrés. Oui, c'était le nom que nous avons choisi parce que, lorsque nous regardons en arrière et le trimestre basé sur cette forte volatilité et incertitude, c'est sûr que le portefeuille équilibré était le meilleur repas gratuit sur la table au cours des 3 derniers mois. Parlons-en et voyons ce qui s'est passé et pourquoi vous pensez que c'était un bon équilibre. Des années en un trimestre. C'est un très bon titre. Beaucoup de choses se sont passées dans les 3 derniers mois. Nous avons commencé l'année, le premier trimestre, avec les nouvelles de DeepSeek en provenance de Chine, que le coût de 10% de l'IA contre les contreparties américaines. Et le marché a mis la pression sur tous les semi-conducteurs et certaines entreprises de logiciels. Oh mon Dieu, il va y avoir un changement, une révolution dans le système. C'est une très bonne nouvelle pour toutes les entreprises technologiques qui utilisent l'infrastructure, les puces, les semi-conducteurs et autres. Et c'est courant de lier ou de démocratiser la solution qui est un booster d'efficacité. Ensuite, nous avons traversé avec la nouvelle administration. Puis, au milieu du trimestre, nous avons commencé à entendre parler des tarifs. Nous sommes en plein dedans. Les tarifs, peut-être la guerre des tarifs, si vous voulez. Qui met la pression sur le marché boursier américain. Comme vous le voyez, le marché boursier américain a baissé de 5% pour le trimestre. Et si vous regardez le Nasdaq, il a baissé de 12%, ce qui est fortement investi dans les entreprises technologiques. Les entreprises technologiques, la technologie, les entreprises technologiques et biens de consommation sous pression. Aussi, vous voyez que la Réserve fédérale, après avoir baissé les taux plusieurs fois, a cessé de les baisser car c'est incertain. Ils ne savent pas si l'inflation augmentera avec les tarifs ou pas. Donc, nous n'avons pas beaucoup de baisse pour le moment. Et le marché international a surpassé le marché des États-Unis parce que les gens pensent que c'est le moment pour l'autre partie du marché de rattraper son retard et que la croissance des États-Unis va s'estomper, surtout en Europe à cause de l'assouplissement budgétaire qui se produit. Et l'un des facteurs importants concerne le pétrole brut. Le prix du brut. Le prix du pétrole est actuellement à son plus bas niveau depuis 3 ans. Donc, c'est un tableau sombre pour le moment, et c'est à cause de l'incertitude. Comme vous voyez, la Chine a surpassé de 14% alors que les États-Unis étaient en baisse de 5%. La question est, est-ce durable? Nous allons passer à travers cela. Nous pensons que la suprématie des États-Unis en matière de bénéfices persiste, car l'investissement concerne la production de bénéfices et la génération de flux de trésorerie. Ce sont des facteurs très importants. Good, merci. Ensuite, c'est comme on sait, c'était le DeepSeek qui était le déclencheur de la volatilité au mois de janvier, mais plus un peu en février aussi, entre autres. Et puis là, les tarifs. Un outil de négociation ou une idéologie, selon toi, Hossein? Eh bien, après l'élection, c'était à peu près le thème à Wall Street, que c'est une tactique de négociation. Donc, nous allons reculer et nous allons voir la continuation de l'ordre mondial actuel, quel qu'il soit. Cependant, ces derniers mois, il est évident que ce n'est pas seulement une tactique de négociation, c'est vraiment quelque chose qui se passe. Et donc oui, même ce soir, nous allons voir si, des tarifs supplémentaires vont être imposés ou non. Alors, voyons où nous en sommes. Donc, le tarif moyen actuel à l'importation ou taxe à l'importation, vous pouvez dire, pour le peuple américain est de 2,5%. Avec les tarifs proposés actuellement, le mandat, ils vont augmenter à 24%. C'est énorme.
L'économie américaine est une économie de consommation. Vous mettez cela, c'est comme une taxe sur les gens, donc cela réduira la consommation. Donc c'est un facteur. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que la croissance du PIB va augmenter 1,5 ou jusqu'à 2 pour les 12 prochains mois. Cela va diminuer les bénéfices des entreprises. Vous avez une probabilité plus élevée d'inflation et une croissance du PIB plus faible. Ces deux éléments ensemble signifient la stagflation dans l'économie. C'est un terme dans l'économie. Donc, en tant qu'investisseurs américains, en tant qu'investisseurs, nous devons nous demander, d'accord, alors, qu'est-ce que l'histoire nous dit à propos de cette stagflation? L'histoire nous dit que dans un environnement de stagflation, le S&P 500 a surperformé le reste du monde parce que c'est la partie la plus forte du monde qui peut générer des bénéfices. C'est très important et moins cyclique. L'autre aspect est que le dollar surperformerait les autres devises mondiales. Cela, nous allons en parler, est un peu contesté cette fois-ci. Aussi, l'or par rapport au cuivre. Regardez le graphique. L'or monte et le cuivre continuait à peu près et allait de pair avec l'or. Mais quand les tarifs ont vraiment été appliqués, le cuivre a chuté. Donc, l'or est une couverture d'incertitude en tant que valeur refuge, et le cuivre représente la production industrielle dans le monde, pas aux États-Unis, dans le monde. Donc, comme vous le voyez, c'est un signe que nous avons un problème à l'échelle mondiale. Je veux mentionner quelque chose ici. Quand vous regardez, si vous voyez CNBC ou certains analystes, ils disent « Vendez les États-Unis, allez à l'international ». C'est un bon échange à court terme, mais il faut se rappeler que le PIB mondial, la croissance mondiale, suivent les États-Unis. Si l'économie américaine se détériore, le reste du monde ira encore plus bas. Donc, ce n'est pas une stratégie de couverture parfaite, ce n'est pas un endroit parfait pour se cacher. Alors, vous devez être très, très prudent avec ces facteurs. Et puis, c'est ça, on voit que, en général, les industries américaines ou le consommateur américain dans un scénario de stagflation, qui est un scénario qui n'a pas de croissance économique, mais que l'inflation a augmenté, ils se retiennent. C'est évident que tout le monde se retient d'une certaine mesure parce qu'on était un peu inquiet. Si ensuite, on va par côté répartition par secteur ou sectoriel. Yeah. Quand nous avons créé ce graphique, ce n'est pas si important parce qu'il y a des informations retardées. Voyons le deuxième graphique. C'est le PE du marché, le prix par rapport aux bénéfices. À quel point le marché est-il cher? Comme vous le voyez, nous sommes tous revenus à l'environnement pré-COVID. Oui, c'est encore cher, mais les ratios PE gonflés dus à la politique monétaire accommodante ont disparu. Donc, en tant qu'investisseur, vous devez toujours trouver une bonne entreprise à un bon prix. C'est le mandat d'un investisseur. Donc, le momentum, les grandes capitalisations, la technologie, ils sont tous sous pression en ce moment. Cependant, nous aimons toujours nos entreprises mégatechnologiques. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'elles ont un carnet de commandes solide, elles ont un fort levier opérationnel et elles peuvent réduire les dépenses d'investissement rapidement aux autres secteurs. Elles ne sont pas comme Honeywell, devant construire l'usine, ou comme Boeing prenant 10 ans pour être opérationnel. Ainsi, les dépenses ne se réduisent pas en 2 à 3 mois. Elles peuvent réduire les dépenses d'investissement en 1 mois, en réduisant la main-d'œuvre et en arrêtant d'investir dans de nouveaux programmes. Nous avons vu cette stratégie de la part de Meta il y a 2 ans. C'est donc une énorme opportunité qu'elles ont. Permettez-moi de donner un exemple. Amazon est l'un de nos principaux choix et position dans le portefeuille. Nous pensons que c'est une opportunité multigénérationnelle d'acheter Amazon. Pourquoi disons-nous cela? Les bénéfices futurs d'Amazon sont les plus bas des 12 dernières années. De plus, c'est moins cher que Costco et Walmart. Amazon est 20% moins cher que Walmart et se négocie environ 60% moins cher que Costco. C'est énorme. Et vous parlez d'une entreprise dont le chiffre d'affaires croît d'environ 10% par an, contre environ 4% pour les autres. De plus, sur le dessus de ce gâteau, vous avez une cerise à cueillir, qui est la partie innovation d'Amazon. Amazon travaille sur différents projets comme Clité, envoyant des satellites dans le monde connectant les téléphones portables aux satellites, où ils font également une offre achetant TikTok afin de l'intégrer à la plateforme de commerce électronique.
Donc, dans cet environnement incertain pénalisant, si vous choisissez le meilleur, vous allez faire de bons profits à long terme. Good. Les financières, vos financières, ils ont souffert de manière assez importante, surtout récemment. Et pourquoi? Oui. Donc, les finances sont au centre de la zone de punition en ce moment à cause du concept. Regardez, les finances gagnent de l'argent soit par la banque normale, comme prêter des prêts, ou par la banque d'investissement, comme l'introduction en bourse, amener les actions sur le marché, les entreprises sur le marché, ou la gestion de patrimoine. Alors, regardez tous ces trois secteurs. Donc, quand vous êtes incertain, personne n'obtient de prêts. Les entreprises ne vont pas chercher des prêts pour les dépenses d'investissement. Les prêts sont gelés maintenant. Quand le marché boursier baisse, la gestion de patrimoine et l'actif sous gestion baissent aussi. C'est un autre problème pour eux. Et aussi, les gens pensent que, peut-être que les taux d'intérêt vont baisser, donc la marge d'intérêt nette qu'ils réalisent va être de moins, en moins en moins. Donc, tout cela est correct, mais nous sommes dans l'incertitude. Si l'incertitude disparaît, les grandes banques américaines vont rebondir rapidement, car nous allons voir une continuation de cela. Et la négociation signifie, à la fin de la journée, qu'une partie de ce que M. Trump veut, c'est-à-dire investir en Amérique, construire en Amérique, va se matérialiser. Et les banques en bénéficieront, car l'économie continuera de croître. Mais nous devons être très prudents avec les petites banques à faible capitalisation, car elles sont très exposées aux petits changements et elles ne sont pas diversifiées dans la stratégie et les produits qu'elles offrent. Donc, c'est très différent et il faut faire attention à cela. Merci. Ensuite, la vérification de la réalité des données intangibles versus les indicateurs tangibles, c'est-à-dire les sentiments des consommateurs versus les vrais chiffres économiques. C'est comment ils se comportent actuellement compte tenu de la volatilité des marchés. Oui. Alors, pour clarifier, quand on parle de données qualitatives, qu'est-ce que c'est? Cela signifie que c'est à propos de l'opinion des gens sur l'avenir de la situation économique. Et quand on parle de données quantitatives, ce sont de véritables indicateurs retardés qui se produisent réellement, comme, d'accord, le marché de l'emploi, le taux de chômage, la croissance des salaires. Ce sont des choses qui se produisent réellement. Donc, ce n'est pas c'est subjectif. Les premières étaient des objectifs. Alors, comme vous le voyez dans le graphique en haut à gauche, la ligne orange représente, les données qualitatives. Les données qualitatives sont descendues à 100, sont descendues du sommet à en bas, et les données quantitatives, qui sont le taux de chômage, sont stables à 4,2, entre 4 et 4,2 %. Donc, ce que cela nous dit, c'est que l'économie n'a pas encore été touchée, mais que les gens sont très, pessimistes quant à l'avenir. Quand cela se produit, vous voyez dans le graphique suivant, à droite, qu'ils réduisent leurs dépenses. La ligne orange représente le pourcentage des dépenses, des dépenses dans l'économie américaine par les gens. Donc, ils réduisent leurs dépenses. Bien que leurs économies soient les mêmes, leurs dépenses diminuent de plus en plus. C'est pourquoi le secteur de la consommation discrétionnaire, toutes ces marques de luxe sont sous pression, car les premiers à souffrir de ces réductions de dépenses sont les besoins non essentiels. C'est très important et nous surveillons cette tendance de très près. Je veux souligner ici quelque chose. Vous avez beaucoup entendu parler de DOGE, le département d'efficacité du gouvernement. Ils réduisent le personnel des secteurs publics et, donc le taux de chômage va augmenter parce qu'il pourrait y avoir un énorme licenciement massif dans le secteur public, de l'économie. Mettons ça en chiffres. Si M. Musk avance avec ce qu'il pense être bon, nous parlons seulement de 40 points de base ou 0,04 % de l'environnement, de l'emploi aux États-Unis. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme en termes de valeur en dollars, mais cela change le sentiment. Les gens ont peur. Finalement, ce n'est que 0,04 % du marché de l'emploi américain. Bien, merci beaucoup. C'est ça qu'on comprend bien que quand il y a de l'incertitude, les gens ont tendance à se retenir, puis surtout dans le luxe, entre autres, de moins dépenser des choses non essentielles. Hossein, sur la prochaine diapo, le Wall Street versus Main Street, qui est le secteur financier versus monsieur, madame, tout le monde, quel est l'impact, entre autres, sur les taux, ces obligations pacotées qu'on appelle au high yield en anglais, excusez.
Ouais. Donc, dans ces graphiques, nous parlons du marché des revenus fixes ou d'une partie du marché des revenus fixes et pourquoi c'est important pour nous. Voyons cela dans une perspective globale. Nous parlons d'une crise tarifaire croissante. Les tarifs pourraient augmenter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous allons voir une destruction dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, nous allons voir la destruction dans la chaîne d'approvisionnement mondiale que nous avons construite ces 20 dernières années et excusez les bénéfices des entreprises. Si cela se produisait, les entreprises, les PDG, réduiraient la main-d'œuvre et à licencier. En faisant cela, vous allez voir un choc pour l'économie du côté des revenus et en même temps, à cause des tarifs, du côté des prix. Donc, ces deux éléments vont provoquer la récession dans le pire des cas. Et nous parlons, et si vous regardez la semaine dernière, le président de la Réserve fédérale, la banque, la Réserve fédérale des États-Unis, il n'a pas pu clarifier s'il était inquiet de l'inflation élevée ou de la faible croissance économique. Donc, il a suspendu les réductions. Il a mis en pause la stratégie pour le moment, car nous sommes au centre de l'incertitude. Mais ce scénario, c'est le pire des scénarios. Donc, le pire des scénarios s'est manifesté sur le marché du crédit. Ainsi, dans le premier graphique, vous verrez ce que nous appelons l'écart ajusté des options à haut rendement. C'est un écart, c'est un pourcentage supplémentaire qu'une entreprise doit payer, en plus des bons du Trésor américain, pour lever des fonds sur le marché obligataire. Plus il est élevé, plus il est coûteux pour l'entreprise d'emprunter de l'argent. Donc, apparemment, ce n'est pas bon si ça monte en flèche. Donc, vous voyez que c'était en baisse après 2022. Mais maintenant à gauche, dans le panneau de droite, vous verrez que nous allons voir. Nous avons vu un énorme bond en seulement 5 jours. C'est à cause de l'incertitude et c'est à cause du processus, que je vous ai expliqué. Pour le marché des actions, qu'est-ce que cela signifie? Une augmentation d'une personne dans cet écart signifie une réduction de 1,5 1,5 fois du multiple, le multiple PE. Donc, le prix de l'action va baisser. De plus, cela va augmenter d'environ 4,5 à 5 le BPA, les bénéfices des entreprises. Donc, ce n'est pas bon et nous devons prendre cette partie très au sérieux. Qui sont les plus exposés à cela? Les petites capitalisations. Les petites capitalisations sont très exposées. Certaines petites industries et les entreprises à ratio PE élevé. Ensuite, Hassan, sur l'exceptionnalisme du dollar américain. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le dollar américain a fluctué quand même beaucoup. Un des avantages, un des cadeaux, un des luxes que les Américains ont est que leur monnaie est la monnaie de réserve mondiale et c'est unique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyons comment les choses fonctionnent d'un point de vue macroéconomique de la mondialisation. Alors, regardez le graphique, le tableau en haut à gauche. Vous avez une ligne bleue, une ligne orange. La ligne orange est le solde du compte courant des États-Unis. Il est négatif en dessous. Cela signifie que les Américains ou les États-Unis en tant que pays importent plus de biens qu'ils n'en exportent. C'est le principal argument de M. Trump pour imposer des tarifs sur les pays. Oui, ils importent plus qu'ils n'exportent. Cependant, l'autre ligne est un compte financier et un compte de capital combiné. Qu'est-ce que c'est? Cela signifie combien d'argent, de vrais dollars américains, les autres pays envoient aux États-Unis. C'est positif. Et comme vous le voyez très joliment, c'est comme un miroir. Quand la ligne orange descend, le même pourcentage monte. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si la Chine vend plus de marchandises aux États-Unis, l'argent supplémentaire qu'ils reçoivent en vendant ces marchandises aux États-Unis, ils le recycleront en achetant des bons du Trésor américain ou en investissant aux États-Unis pour des profits futurs. Donc, à la fin de la journée, l'économie américaine en bénéficie, même avec l'argent déjà donné aux autres pays. C'est l'avantage d'avoir une monnaie de réserve mondiale et c'est unique aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant que le dollar baisse, si c'est le cas? Donc, en ce moment, nous sommes dans un sentiment négatif envers le dollar. Nous pensons à Brett. C'est quoi un sentiment négatif? On dit que, la croissance US sera plus faible, donc vendons les actifs US et rapatrions-les.
Pour mettre cela en contexte, jusqu'à la fin de la semaine dernière, les Européens détenaient 17 des actions américaines. Donc, même si, disons, 2 d'entre eux décidaient de vendre et de ramener cela chez eux, vous allez voir une pression sur le dollar. Et l'autre facteur est que lorsque le risque de récession augmente, les gens pensent que la Réserve fédérale va baisser les taux. Donc, quand ils baissent les taux, alors le dollar va baisser. C'est une base relative. Donc, quand les États-Unis baissent les taux, d'autres pays suivront. Nous verrons cela. Donc, juste pour finaliser, mon point, pourquoi pensons-nous que c'est pourquoi? Pourquoi pensons-nous que c'est à court terme que la dollarisation va rester comme ça? On ne va pas voir le dollar disparaître. Car quand vous avez la monnaie mondiale, vous l'avez parce que vous avez le marché de capitaux financiers le plus profond au monde. 68 000 milliards de dollars pour le marché boursier et environ 50 000 milliards de dollars pour le marché obligataire. Aucun autre endroit n'a un niveau de liquidité proche de ce chiffre, et c'est pourquoi le dollar américain sera la monnaie dominante du monde. Oui. Bien, merci, Hossein. Mais comme vous savez, juste faire un petit résumé, la volatilité a commencé avec DeepSeek au mois de février, qui était un ajustement du marché parce qu'il y avait certains secteurs qui étaient côté technologie, surtout les manufacturiers de semi-conducteurs qui se tranchaient des prix à des multiples assez élevés. Mais c'est quand même positif pour l'économie parce qu'on va pouvoir encore plus utiliser l'intelligence artificielle à des coûts plus bas, ce qui va être très bon pour plusieurs compagnies, comme on a parlé tantôt d'Amazon, qui se transigent à des prix vraiment bas, des coûts-bénéfices relativement bas versus ses compétiteurs, que ce soit Walmart, Costco, puis qui a un potentiel de croissance quand même plus élevé que ces deux compétiteurs. C'est pour ça que pour nous, ça nous crée des opportunités parce qu'on a quand même pas mal de liquidités dans nos portefeuilles qu'on va pouvoir enfin déployer, mais on est patient. Comme vous savez, là, on est dans le deuxième trimestre, puis c'est pour ça qu'on a spécifié la date, qu'on est le 8 avril, pour ne pas, parce qu'on peut devenir désuet assez rapidement, nos commentaires. C'est pour ça qu'on est là pour suivre nos portefeuilles. On est très à l'aise à ce qu'on a. On est un peu déçu, mais ça crée des opportunités d'achat. Ce n'est pas des opportunités de vente, c'est des opportunités de average down, d'acheter ou d'investir des sommes pour nos clients. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, autant moi, Saint, Jean-Marc, Michael, Christopher ou Stéphane peuvent vous fournir la présentation. Et puis, merci Et puis, on aimerait avoir vos commentaires aussi sur l'intelligence artificielle, la traduction, comment elle se fait, parce que c'est un nouveau pour nous. Puis bon, c'est une évolution dans nos objectifs de vous servir le mieux possible. Fait que merci et au prochain trimestre. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.